Bienvenue sur Metal Maniac, un balado d'horreur Québec où je, sous-signé Christophe G, m'entretiens avec des métalleux tripeux d'horreur. Metal Maniac, épisode 15, mesdames et messieurs. Hey, salut Alex! Salut Christophe! Comment ça va? Ça va, toi? Mais-en, ça va bien. 13 juin, ben c'est une belle journée. Hein? On approche de l'été, hein? On aime ça, les terrasses, la vie reprend, les concerts, on voit du monde, puis on rencontre des belles personnes comme Jake Dion, artiste fantastique, un bel humain, un beau barbu, un mystérieux étonnant, un gars qui est un bon ami évidemment des Roadkill Superstar, hein, Turbo Kid, c'est lui qui a fait les BD de Turbo Kid, il nous en parle dans la conversation. Alice, hein, l'adaptation du roman de Patrick Sénécal, hein, un ami de l'émission, on le salue. Donc, ben oui, c'est ce qu'on a au menu de cet épisode-ci. Une belle conversation avec Jake Dion, un type vraiment gentil, fun. Fort sympathique. Passionné, puis qui a des goûts musicaux très variés, puis qui a un beau parcours. Donc, toi, Alex, ça t'a inspiré de nous jaser d'un paquet de beaux disques, hein, je pense. Ben, des choses qui ont été nommées pendant l'entrevue. Juste avant, une petite parenthèse, Jake Dion, c'est drôle parce que moi, je l'ai connu à travers un projet. Ah ouais? Projet musical il y a longtemps. Ah ouais? Il jouait dans un groupe, puis il avait fait un vidéoclip pour le groupe. Jake Dion, avant de faire il a toujours fait de l'illustration puis tout ça, mais il faisait aussi du speed painting. Donc, il faisait des dessins super rapidement là, en live. Il a fait ça dans une couple de concerts qu'on a fait avec lui. Il était là sur place avec son ordinateur, son pad, puis il faisait des illustrations, puis il a monté un clip à partir de musique qu'on avait faite. Fait que mon premier contact, c'était avec lui. Wow. Puis, c'était projeté pendant que vous jouiez? C'était projeté pendant qu'on jouait. Ah ouais. Puis après ça, il a fait un clip pour un extrait d'une pièce parce que la pièce était vraiment longue. Fait que pour faire la promo, c'était un clip. Puis il parle un petit peu, il glisse un mot dans l'entrevue sur son père aussi, qui est compositeur. Puis j'avais joué de la musique de son père. Fait que ça a été mon premier contact avec Jake, mais moi je le connaissais. En fait, c'est la première fois que je l'ai rencontré en personne, mais je connaissais déjà son travail. Et, on parle de quand ou juste ça? Début 2000? Il y a une dizaine d'années, ouais. OK. 2010 à peu près? À peu près 2010, 2009, 2010 dans ces eaux-là. OK. Peut-être un petit peu avant ça même. C'était quoi le projet musical? Un groupe qui existe toujours d'ailleurs, mais qui se métamorphose selon les projets. À l'époque, on était 12 musiciens. Ça s'appelle Octo Echo. C'est un mélange de musique du Moyen-Orient avec du jazz, beaucoup d'improvisation, musique contemporaine, un petit peu de classique. C'était vraiment un beau mélange musical. Puis ce qui a fait le clip, c'est vraiment cool. C'est pour la tune Razia. Ça n'a rien à voir avec le métal, ça n'a rien à voir avec l'horreur, mais ça se trouve encore sur YouTube. Oui? OK. Razia, Octo Echo. OK. Puis ce qu'il avait fait, c'est des dessins dans des dunes de sable avec des personnages qui ressemblaient un peu à des trucs un peu des guerriers orientaux. C'est vraiment cool ce qu'il a fait. C'est vraiment nice ce qu'il a fait. Fait que c'était la première fois que je l'ai rencontré en personne, mais je le connaissais déjà un petit peu par le biais des Mystérieux Étonnants que je suivais aussi déjà. Puis j'avais participé à une émission. Je ne sais pas si... Non, lui, il n'était pas là à ce moment-là quand j'avais participé, mais bref, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Donc, c'était déjà un très chic type à l'époque. Puis c'est le fun de voir qu'il est toujours aussi sympathique, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas jasé, que je l'ai pas revu. Yes. Bref, tout ça pour dire que c'est ça. Puis j'ai joué la musique de son père aussi, qui est compositeur anglais seulement. Très cool. Donc, dans cette entrevue-là, il y a des bands, il y a des noms d'artistes qui sont sortis au travers de tout ça. Puis là, ça c'est venu chercher un intérêt particulier chez moi. On parlait de musique un peu
punk. Ouais, c'est ça. Lui, il disait qu'il était un peu plus punk que métalleux. Il a commencé. Début, là, c'est son entrée dans la musique, dans l'extrême, disons, c'était plus par le punk pour arriver au métal. Puis il a parlé de Converge. Et là, tout de suite, moi, ça a allumé une lumière chez moi parce que l'album All We Love, We Leave Behind, qui va avoir 10 ans cette année, en fait, cet automne, en octobre. Ça chaîne. Oui, ça chaîne, c'est brillant. Tu qualifies ça de quoi au juste, toi, du Converge, pour les gens qui n'ont jamais entendu ça? Écoute. C'est dur à mettre dans une boîte, hein? Ben, c'est dur à mettre dans une boîte, mais essentiellement, je te dirais que c'est vraiment la rencontre du hardcore et du metal. Et je sais qu'il y a des puristes métalleux comme le site Metal Archives, là, le band n'est pas listé parce que selon eux, c'est pas métal. Mais encore là, c'est drôle parce qu'il y a quand même tellement de riffs. C'est heavy, là. C'est lourd. C'est très heavy. Puis c'est pas du metalcore. C'est pas vraiment du hardcore non plus. C'est un peu noisy aussi. C'est assez assuré. Il y a du stock en masse. Là, oui. Puis c'est ça. Cet album-là, c'est leur 8e album studio qui est paru donc en 2012, il y a 10 ans. Selon moi, c'est leur. En tout cas, moi, c'est celui que je préfère du band. Okay. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très organique. Puis, en fait, même dans ce qu'ils ont fait quand ils ont enregistré, ils ont voulu vraiment avoir un son très raw, là, très proche de la réalité. Parce qu'avant ça, il y avait beaucoup d'effets, très, très produits. Puis là, Kurt Ballou, qui est guitariste, mais qui réalise aussi les albums, producteur, ouais, c'est ça, ont décidé, avec le chanteur, d'avoir quelque chose de vraiment plus en fait, il y a quelque chose de, même dans la musique, il y a quelque chose qui est très à fleur de peau. Ah ouais, hein? Il y a une espèce de désespoir dans la musique. Il y a des trucs, c'est vraiment mélancolique, puis en même temps, ça bûche. C'est très heavy, mais il y a quelque chose de très punk, de très hardcore. Puis il y a des riffs, des fois, ça sonne des fois comme du Entomb. C'est pas du death metal, mais il y a comme des riffs, des fois, on entend ça. Puis Kurt Ballou a quand même travaillé avec plein de bands, dont un band qui s'appelle Black Breath. Oui, c'est très bon ça. Il a produit ses albums, puis ce band-là, c'est un peu un émule de Entomb. Entomb, c'est vrai. Fait qu'il y a un peu cette espèce de son-là qui revient là-dedans, de cet album-là. C'est très personnel aussi. Il y a eu plein de bons albums avant et après aussi, mais pour moi, celui-là, c'est vraiment la quintessence du band. Il y a quelque chose de très, je sais pas. Mature? C'est comme l'album de la maturité. Beaucoup de maturité. Okay. C'est moins extrême que... on parle de mathcore des fois. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais... ça veut comme rien dire. C'est galvaudé. Un peu, mais si ça peut aider les gens à se situer un petit peu. Mais il y a moins ça là-dedans. Ouais. Il y a vraiment c'est plus strip down, ce que je comprends, ce que tu me dis, parce que moi, je suis un peu, je l'avoue ici, je connais pas beaucoup Converge. J'en ai écouté jadis, naguère, je les ai vus en concert avec Mastodon à l'époque. Puis, j'avoue que je n'avais pas accroché sur ce groupe-là. Je sais qu'il y a beaucoup de mélomanes, d'amis mélomanes et de critiques encensent ce groupe-là depuis des années. Mais des fois, ça prend un déclic, ça prend un album. C'est peut-être cet album-là qui va me faire accrocher. Je pense que c'est cet album-là qui fait accrocher. Okay. Il y a un album comme Jane Doe. Ouais. Ça prend une couple d'écoute. Puis là, après une couple une couple d'écoute, c'est comme, OK, là, tu catches le band, tu catches des trucs, puis tu as tes repères. Mais celui-là, c'est beaucoup plus instantané, je dirais. Peut-être pas la première écoute, mais moi, quand je reviens, à chaque fois, je l'ai réécouté encore il n'y a pas si longtemps. Puis il n'y a pas de filler là-dessus. C'est bon d'un bout à l'autre. C'est vraiment intéressant. Je vais me faire un grand plaisir d'aller écouter ça, puis justement d'en prendre quelques chansons pour mettre dans notre playlist. Ouais. Là, tu as un deuxième disque. On a parlé? Il y a Fear Factory qui est sorti on a parlé vous avez parlé plutôt de métal industriel, puis Fear Factory est ressorti. Ouais. L'album Demanufacture. Classique. Donc, on recule dans le temps. 1995. 95, OK. Je pense dans l'entrevue, je dis 94. J'étais pas loin. C'est dans ces eaux-là. 95, en fait, c'est ça. L'album est sorti en juin. Donc, quelques jours après cet épisode de Metal
Maniac, ça va faire 27 ans que cet album est sorti. C'est leur deuxième album à Fear Factory. Là, on est vraiment dans un métal, là, on parle de métal industriel. C'est sûr qu'on a les sonorités industrielles. Le premier album était beaucoup plus près du death metal. Ouais. Mais on entendait le côté industriel là, dans les percussions. Les séquences aussi. Les séquences. Le son aussi, le son super chirurgical. Ouais. Encore plus sur des manufactures où là, ils ont c'est Dino Cazares, là, le guitariste qui a comme fait des layers de guitare là, à n'en plus finir là, pour avoir une espèce de son vraiment très... Un mur de son quand même. Un mur de son. Puis on sait que c'est ça, le drum est comme triggered. Là, il y a vraiment comme... c'est tellement précis. C'est une mitraillette. Mais cet album-là, il y avait déjà des éléments un petit peu dans le premier album de la voix vraiment heavy. Puis là, tu avais des mélodies. Au début, c'était plus comme quasiment des chants grégoriens. Là, c'est vrai. Comme une espèce de... C'était très monodique comme effet. Là, ils sont allés un petit peu plus dans le mélodique, dans les refrains. Ouais. Mais ils ont payé leur son, là. Super vraiment catchy. C'est là qu'ils ont trouvé vraiment leur signature. Puis moi, je me souviens... Quand j'ai entendu le premier extrait, c'était dans le temps, il y avait une émission à CBL qui était le Bourreau métallique. Ah oui, hein? C'est une émission que j'écoutais religieusement. Non, c'était avant lui. Ah oui, OK. Oui, avant que Simon, je me rappelle, comment il s'appelle? Simon Girard. Oui. Simon Girard. Le frère de Louise, Girard, sans frais. Oui. Ouais. C'est ça. Avant que lui prenne le relais, il y avait un autre animateur qui était Laurent Cadieux. OK. Moi, j'écoutais ça religieusement le vendredi soir. Puis la première fois que tu as entendu ça, c'était à son émission. Ah ouais. Je me souviens, j'étais avec un de mes amis, puis... Oh my God. On capotait. Vraiment, là, c'était comme, là, on venait de pogner quelque chose. C'est ça, on n'avait jamais rien entendu de tel. Tu sais, moi, j'avais entendu du Ministry avant, mais c'était pas la même affaire. Ministry, c'était très punk. C'est très punk aussi. C'était très rock'n'roll, crade, ça. Là, on est dans quelque chose de vraiment clean, très produit. Puis très, très, très métal aussi. Là. Oui, mais en même temps, c'est... Roadrunner. Puis... Oui, c'est ça. En même temps, c'était très élevé. Puis en même temps, c'était hyper catchy, les refrains des grosses tunes là-dessus. C'est très accrocheur. Ouais. Puis futuriste aussi, tu sais, très science-fiction, dystopique. Tu avais toutes ces thématiques-là. La pochette est magnifique. On le voit d'ailleurs sur la pochette, l'espèce de colonne vertébrale avec un genre de code-barre d'un côté puis des codes de l'autre, puis des numéros. Puis, à l'époque, je voulais me faire tatouer un code-barre parce que je trouvais ça cool. En tout cas, ça a mis le groupe sur la map. Le genre aussi a été pas mal exploité. Puis ça fait des petits. Ça fait des petits. Puis aussi, c'est important de le mentionner, mais il y a une tune de Fear Factory qui se retrouvait dans le soundtrack de Mortal Kombat, le premier film Mortal Kombat. De cet album-là. Oui, exactement. Qui est une adaptation du jeu vidéo, qui était quand même, tu sais, je veux dire, moi, je me souviens avoir joué... C'est un jeu vidéo extrême, à quelque part. C'est gore, c'est le sang, de la décapitation, tout ça. Le film, c'est un petit peu moins réussi, mais c'est le fun. Mais il y avait justement il y avait un mélange entre la musique techno et métal industriel. Puis là, on arrivait à un moment où, quand même, tu sais, tu pouvais entendre Napalm Death sur la même bande sonore. Il y avait une tune de Napalm Death. Hey, c'est vrai! Cet album-là, Fear, Emptiness, Despair, qui est, selon moi, en tout cas, c'est un de mes préférés. Ah ouais, hein? Ah oui, moi, cet album-là me fait capoter. C'est très groove. Je le connais pas, cet album-là. J'ai découvert Napalm Death sur le tard. Utilitarian. C'est vraiment du stock récent. Là. Oui, assez récent. Mais celui-là, il faudrait que j'écoute ça. Tu dis ça groove? C'est très groove. Même, je pense que le band a dit qu'il s'est inspiré de bands comme Clutch ou des trucs comme ça. Il y avait cette sonorité-là, groove. Fait qu'ils ont construit des tunes à partir de beats de drum, de groove de drum, puis ils ont monté... Wow. Ça, en tout cas, moi, j'aime beaucoup. C'est sûr qu'il y a des tunes vraiment... on est dans le grindcore. Fait que les fans... Là, c'était vraiment un changement de sonorité pour le groupe. Puis je pense qu'il a été mal reçu à l'époque, mais moi, c'est avec cet album-là que j'ai découvert, en fait, que j'ai embarqué dans le trip Napalm Death. Avant de triper sur les albums d'avant, j'en écoutais un peu, mais ça m'a fait vraiment accrocher. C'est un disque pas très long, qui s'écoute vraiment
bien saucier, pas de filler. C'est vraiment. Ben là, il faut absolument que j'écoute ça. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que justement, avec des bands comme ça qui sont assez extrêmes, tu sais, tantôt de Converge, Napalm Death, puis je pense même à Meshuggah, c'est des groupes que c'est quand même assez obtus. Tu sais, c'est difficile d'embarquer là-dedans. Ça prend vraiment quelque chose à un moment donné qui te dit, OK, là, le train, là, tu cours assez vite pour embarquer dans le train, puis ça marche. Tu sais, là tu pognes de quoi, puis tu pognes l'espèce de beat qui est tellement déphasé, tellement différent, tellement difficile d'accès, tu sais, parfois. Mais oui, excellente suggestion. Et pour terminer, j'ai essayé de trouver un band qui rassemblait un peu le côté punk, le côté métal et le côté industriel, qui rassemblait un peu tout cet univers-là. Fait qu'on reste dans les mêmes années, toujours dans les années 90. Les années 90, avec Nailbomb et l'album Point Blank. Je pense que ça résume bien un peu tous ces univers-là ensemble. Là-dessus, Puis les gens qui écoutent la version audio, là, on montre la pochette. La pochette, déjà là, c'est comme un coup de poing sur la gueule. On voit une personne, probablement du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam. Une vietnamienne. C'est ça. Puis avec un gun sur la tempe. Puis, une mitraillette sur la tempe. C'est violent. L'image est très, très, très forte. L'image choque. Puis qui est là-dedans? Donc, Nailbomb, en fait, c'est un projet qui a été initié par Max Cavalera de Sepultura. Puis il y avait aussi, en fait, ils sont deux. C'est Alex Newport qui était dans Fudge Tunnel, qui était une espèce de band limite. Comment on peut coder? Ben, moi, je dirais que c'est comme un genre de Helmet, là, si on veut, tu sais, un genre de noise metal grunge. Oui, il y avait un côté plus grunge, Fudge Tunnel, avec un petit côté un peu industriel. Tu sais, c'est comme quasiment, tu sais, c'est ça, un genre de vieux Nirvana, vieux Soundgarden, mais plus pesant, tu sais. Oui, c'est ça, plus lourd, ouais. Fait que cette association-là entre Alex Newport et Max Cavalera a donné Nailbomb. C'est leur seul album. À part un album. Quel album? Mais oui! J'en avais-tu déjà parlé dans Non, je pense pas. Puis je suis très content que tu en parles parce que moi, c'était un album que j'ai trouvé fantastique à l'époque. Là, puis je l'écoute encore, puis j'ai pogné justement le band Soulfly de Max Cavalera récemment au Fofun électrique. Ben, récemment, on parle de peut-être 4 ans. Puis il faisait l'intégralité de cet album-là. C'était le fils de Max Cavalera qui chantait, puis il y avait la même voix avec des effets et tout là, qu'Alex Newport. Puis fuck que c'est bon. Cet album-là, il n'y a pas de filler. Non, aussi. Un autre album, vraiment un classique parmi les classiques. Puis comme tu dis, c'est comme industriel et punk, straightforward, c'est assez court. Puis tu as le côté trash aussi encore qui reste de Cavalera, mais tu sais, Cavalera a toujours dans trash, crossover, là, tu sais, on est là. Le crossover, mais Cavalera a toujours fait ça dans ses riffs, il y a toujours eu cette espèce de côté-là, très cette communion entre le hardcore puis le métal. Fait que toujours des riffs assez primitifs, mais toujours avec un méchant groove, toujours des rapides. Ouais, c'est une belle combinaison. Fait que voilà pour mes suggestions de cet épisode 15. Ben, c'est parfait. Merci, Alex. Vraiment, là. Puis, c'est un plaisir. Mais évidemment, bon, pour les plus jeunes à la maison, vous allez découvrir des albums quand même cultes, je dirais, des années 90, puis qui n'ont pas vraiment... Ça n'a pas vieilli. C'est pas autant vieilli qu'un new metal, qu'un album de Korn que tu sais exactement, c'est 80, c'est daté, là, mais on dirait que ces trucs-là, ben, en fait, je dis ça, là, mais Fear Factory, c'est les années 90 principalement, parce qu'après ça s'est essoufflé un peu. Les années 2000, on a eu des trucs moins intéressants. Ouais. Mais en fait, la formule, c'est assez un petit peu épuisée rapidement, quoique il y a toujours... Ils ont toujours fait comme une couple d'albums qui sont comme arrivés, puis finalement, c'était, je sais pas, il y avait quelque chose de Archetype, intéressant. Mettons, là, il y a eu des trucs comme ça. Même le dernier, le dernier, je l'aime beaucoup, qui est celui qui est sorti l'an passé ou il y a 2 ans, Gros Max. Là. Je l'ai écouté quelques fois, j'ai pas embarqué. On dirait qu'il y a des albums. Ouais, OK. Cool. Ben, excellent. C'est toujours un plaisir
mon Alex, de jaser de beaux vieux albums, des albums plus récents aussi, mais ça, c'est pour une prochaine fois. Là. Converge, ça remonte il y a 10 ans. Si vieux, t'as raison. C'est pas si vieux, puis il y a 2-3 albums qui suivent, qui sont très intéressants aussi. Puis, encore très actifs aussi, hein? Oui. Ça fait pas longtemps, je pense qu'ils ont sorti un album, Converge. Non, c'est l'année passée, je pense qu'il y a un nouvel album. Ouais. Mais cool, j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans pour monter la playlist. Puis on vous laisse, messieurs, dames, avec mon entrevue avec Jake Dion. Parce que quand la petite madame robotique, elle dit que le recording, il est in progress. Puis là, c'est ça, tu fais comme Mark Maron. Là, fait que là, on jase, puis à un moment donné, je dis, hey, tu commencé? Puis tu dis, oh oui, c'est commencé depuis tantôt. Puis oh, OK, hey. Mark Maron, c'est qui pour mon bénéfice personnel? Je le connais pas. C'est un humoriste, mais c'est un des pionniers du podcast. C'est un des premiers qui a eu un podcast. Puis c'est pas de l'humour, là, c'est des entrevues. Il a même reçu Barack Obama, toi, chose. Oh, sérieux? Wow! Go away! Ça commence c'est un truc qui revient souvent parce qu'il ne dit pas quand il commence à enregistrer. Il fait juste jaser, puis là, demander le monde, sont comme à quelle heure tu voulais faire ça? Puis non, on le fait déjà, là. Le spontané. Hein. On aime ça, le spontané, parce que, tu sais, l'idée, là, c'est qu'on ait des conversations avec les gens. Moi, il n'y a rien que j'aille plus que des entrevues que tu sens que c'est la question, la réponse, la question, puis on n'y a pas d'écoute. Puis c'est boring, on veut pas ça dans la vie. Hey, Jake Dion, comment ça va, man? Ça va bien, man. Ça va fucking bien. Pour vrai, c'est assez extraordinaire là, ce qui se passe dans ma vie là, depuis une couple de semaines. Ben, une couple d'années, en fait. Puis, effectivement. Puis là, pour les gens à la maison, hein, pour les gens qui nous écoutent, évidemment, plus tard que le moment de l'entrevue, c'est pas en direct. On est à quelques jours du salon BD Montréal qui s'en vient. Puis là, FBDM. Yes! Fait que là, ça, c'est excitant, ça, quand même, pour toi. Oui, puis en plus, tu sais, ça fait comme 2 ans qu'il n'y a pas eu de FBDM en présentiel. Les autres étaient virtuels. Puis, en plus de ça, avant, c'était à l'espace La Fontaine. Oui, dans le parc, c'est ça? Dans le parc. Puis maintenant, en fait, il essaie ça cette année. Ça va être sur la Saint-Denis. Ben oui, c'est le fun, ça. Ça va vous donner de la visibilité. Dans le parc, évidemment, il fallait savoir qu'il y avait un événement. Il fallait se rendre sur place. Là, il va y avoir des badauds qui aiment la BD ou pas, puis qui vont pouvoir arrêter puis découvrir des auteurs, des autrices, des gens qui ont beaucoup de crayons. Fait que ça, c'est super cool. Fait que merci d'avoir pris du temps dans ta semaine, que tu es sûrement en train de te préparer mentalement à rencontrer beaucoup trop de monde. Hein? Ça, d'ailleurs, là, si vous m'avez déjà rencontré dans un salon, ça se peut. Là, je me rappelle pas de vous, là, puis je m'excuse, c'est pas méchant, mais ça arrive souvent, là, tu sais, genre « Hey, salut Jake! » Puis je suis comme « Ah non, lui, je le vois chaque année. Fuck, c'est quoi son nom déjà? Merde! » Mais tu sais, c'est à quelque part les gens qui aiment des artistes, des personnalités publiques, il faut que ça tende à ça. Là, à un moment donné, là, on peut pas se rappeler du nom de chacun, puis c'est bien correct. Là, que tu sois là pour eux, que tu les rencontres, que tu leur fasses une belle dédicace, un beau petit dessin dans leur BD. C'est ça le fun. Là, c'est pas que tu te rappelles de mon nom là, en particulier. Ouais, puis moi je suis content parce que là, ça fait une couple de fois que j'ai des retours de tout ça depuis Alice, là, dans le fond. Puis c'est que moi, j'aime ça prendre le temps de faire une dédicace, mais de jaser avec le monde aussi. Puis je l'ai entendu souvent, ça, genre, tu vas voir, la file est longue, ou tu sais, c'est long aller voir Jake, mais en même temps, il prend le temps, puis il jase avec toi. Puis je suis comme, je trouve que c'est un beau compliment. Ben, certain. Ben, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas, moi puis toi, on se connaît un peu. On se connaît plus par les réseaux sociaux. Nous, on s'est rencontrés brièvement. La première fois que je t'ai vu en vrai, puis de toute ma vie probablement, c'était en 2012, sur la terrasse d'Ubisoft Montréal. Il y avait un événement spécial organisé par
Marie-Claude Bernard, qu'on salue, qui était co-organisé par moi. Moi, j'étais un gars des événements chez Ubisoft Montréal à l'époque. Puis, c'était comme un genre du sommet du podcast à Montréal. Je pense que ça s'appelait le Podcast All-Star. Puis, il y avait Benoît Mercier qui avait comme organisé ça avec les Mystérieux Étonnants, mais il y avait aussi, je pense, Rétro Nouveau était là. Oui, tout à fait. Il y avait même Joël Martel qui était descendu de son Alma pour venir participer. Tu sais, moi, un gars de Chicoutimi, tu sais, moi, c'était un compatriote. Fait que, tu sais, c'était un bel événement, c'était le fun. J'ai rencontré tellement de belles personnes, des passionnés de podcasts. Ça a juste pris 11 ans avant que je parte mon propre podcast. Tu sais, je suis dur de compreneur un peu. Puis, évidemment, tu en as parlé tantôt, Les Mystérieux Étonnants. Tu participes à ce podcast qui dure depuis combien d'années déjà? Ah, je sais plus, là, mais je pense que c'est quelque chose comme 17 ans, là, ou 16 ou 17 ans, ça n'a pas de bon sens. Tu parlais du pionnier du podcast overall, mais Les Mystérieux Étonnants, c'est vraiment dans les pionniers de ce qui s'est fait au Québec. Fait que ça, c'est vraiment hallucinant que ça fonctionne encore. Moi, c'est une histoire cute parce que j'étais un fan du podcast avant de les rencontrer. Ah ouais, hein? Puis finalement, c'est devenu des chums. Puis là, un moment donné, ils m'ont invité. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu. Puis là, ça fait quasiment 10 ans. Ça fait plus que 10 ans que je fais ça à cette heure. Ah ouais. Mais tu sais, eux autres, ça faisait déjà 6 ans, 7 ans avant que j'embarque, qui roulait. Là. Puis c'était dans le temps que on apprenait le mot podcast. On ne savait pas exactement ce que ça veut dire. Puis il y a du monde qui disait un show de radio sur Internet. Tu sais, c'était cette époque-là. Là. Fait que ça fait vraiment longtemps. Ouais. Mais c'est vraiment cool. Puis, bon, évidemment, tu es un BDiste, tu es un artiste visuel. Tu sais, moi, j'ai lu ça en fin de semaine. Je me suis gardé ça, tu sais, pour en fin de semaine. Hein? C'est fin de semaine relax. Ça. Ben oui, dans un chalet vraiment le fun. Mais moi, j'avais déjà lu ça aussi. Bon, pour les gens qui nous écoutent, je viens de montrer Alice, là, donc évidemment l'adaptation du roman de Patrick Sénécal. Et auparavant, tu avais fait ça, le prequel de Turbo Kid, l'aventure perdue d'Apple, Apple Lost Adventure. Puis, apparemment que tu es un métalleux un peu aussi. Hein? Ben, c'est ça. C'est que là, tu m'as mis on the spot, là, parce que j'étais comme, j'adore, tu sais, la musique, c'est comme une grosse partie de ma vie, là. C'est très important. Mais j'ai peur de m'associer à quelque chose parce que j'écoute plein de genres de musique, tu sais. Ben, puis, je vais t'arrêter tout ça. C'est pas grave. C'est correct. Ouais. C'est important d'écouter plus qu'un genre de musique parce que sinon, tu sais, on passe à côté de plein d'affaires. Tu sais. Moi, c'est ça. Puis, mais en même temps, ce qui est drôle, c'est que j'adore la musique extrême en général. Mm-hmm. Puis, je suis tombé là-dedans, mais tu sais, j'ai pas le parcours d'un métalleux. Tu sais, j'ai pas écouté Maiden quand j'étais jeune, puis tu sais, je n'ai pas écouté Metallica, puis fait que je suis comme arrivé un peu par la porte de côté, là. OK. C'est-à-dire, moi, mon entrée dans le métal, c'était au départ par le punk rock. OK. Puis le punk rock qui m'a ouvert la porte au hardcore. Mm-hmm. Puis là, le hardcore qui, je sais pas si tu t'en rappelles, mais fin 90, début 2000, le metalcore a volé ce nom-là au hardcore, puis on appelait ça du hardcore new school. Puis là, je parle de, tu sais, des bands comme Converge, Zao, etc. Ben oui. Puis ça m'a mené à m'ouvrir plus la porte sur le métal, mais de base, je suis beaucoup plus hardcore, metalcore. Ça, j'aime bien gros ça. Là. C'est le genre de musique qui me fait vibrer. Fait que les premiers trucs lourds que tu as entendus, puis que tu as écoutés, puis que tu as apprécié quand tu étais un jeune enfant ou un jeune homme, après, mettons, les premiers trucs rock qu'on entend à la radio, les parents, c'était quoi le band, mettons, punk ou hardcore? NoFX, Face to Face, c'était ça? Ah, ben oui, en fait, c'est ça. C'est que ça a commencé avec Nirvana. Nirvana, OK, parfait. Moi, avant Nirvana, j'étais un méga fan de Elton John. Je le suis encore. Ah oui? J'adore Elton John. Puis là, un de mes chums m'a fait « Man, il y a un nouveau band, ça s'appelle NoFX. Faut que t'écoutes ça. » Et tout d'un coup, c'était comme
du Nirvana qui allait vite, mais avec des mélodies qui me faisaient penser aux Beatles, puis Elton John, c'était super mélodique, des gros jeux de voix tout le temps. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Puis ça, c'est du punk. Puis là, j'étais comme, wow! Mais tu sais, ça, j'avais genre 14 ans, là, peut-être. Là. Fait que... C'est très drôle. Tu dis NoFX, puis j'ai repensé, en fait, ça. Moi, j'ai eu une petite phase pop-punk. Moi, j'appelle ça du pop-punk, du punk californien, NoFX. Ouais. Puis, c'est quand même assez bonbon, tout ça, mais je me suis rappelé en entendant une toune de Joe Dassin aux Champs-Élysées, à la radio en fin de semaine, en revenant du chalet. J'ai pensé à NoFX, je me suis dit, ils faisaient ça, eux autres, en show. Ben oui. Ils faisaient du Joe Dassin en phonétique, hein, on s'entend qu'ils comprenaient absolument pas. Les petits n'importe quoi. Oui, ça chantait de même. Là. Puis je l'haïs, cette petite tune-là, de NoFX. J'aime mieux l'original que le cover de NoFX. Puis, évidemment, à chaque fois qu'ils viennent au Québec, ils jouent parce que c'est comme la tune en français. Mais sinon, ce qui est drôle, c'est que vers peut-être 15-16 ans, là, c'était comme, non, le punk, là, c'est pas assez lourd, c'est pas assez heavy. Là, je vais écouter de la vraie musique heavy, je vais écouter du Korn. Ah! Là, les 2 premiers albums de Korn, là, j'étais comme, là, je suis rendu un méchant. Ben oui. Là, je l'ai, là, j'ai compris. Tu sais, heavy dans le sens de lourd, parce qu'il jouait avec des cordes, c'était pesant, puis il y avait des chandails Adidas, puis moi aussi, j'ai eu le gros fun à écouter toute cette vague de new metal-là. C'était bon. Puis il y a bien des gens qui crachent dessus aujourd'hui parce que, c'est pas cool, c'est pas assez date, mais Korn, je pense que les premiers bands, tu sais. C'est que la honte, elle vient avec l'espèce de... Crazy Town, puis toutes les Limp Bizkit un peu. Exact. Puis ça vient un peu avec ça, puis c'est devenu une musique très associée au douchebag. Ouais. Puis je pense à justement le dernier Woodstock qui a comme... solidifier tout ça, puis faire comme, regarde, c'est eux autres les trous de cul. Puis c'était une période aussi weird dans le monde parce que c'était comme des jeunes riches blancs qui criaient, qui étaient frustrés, mais il n'y avait pas vraiment de cause, il n'y avait pas vraiment de... C'était comme, ouais, puis pourquoi? Mais ceci étant dit, je pense que Deftones, c'est probablement le band qui a le mieux vieilli de toute cette époque-là. Tu réécoutes... My Own Summer, c'est ça? Oui, Shove It. My Own Summer, Shove It. L'album Around the Fur. Around the Fur. Il y a encore des beats là, qui ont super bien vieilli là-dedans. Puis, mais bref, mon premier coup de cœur, vraiment, que là, j'étais comme... OK, je suis passé au-delà du Korn et du new metal. Parce que, bizarrement, ça n'a pas duré longtemps, cette période-là. Non, quelques années, hein? Ouais, ben pour moi, là, c'était comme 1 an. OK, j'étais encore en recherche de mon identité, je pense. Et t'as quel âge, toi? Tu dois avoir début quarantaine? Ouais, j'ai 40 piles. Je vais avoir 41 en septembre. OK. Mais c'était Converge, Petitioning the Empty Skies et la toune de Saddest Day. Je crois que c'est un des grands chefs-d'œuvre de musique extrême encore à ce jour. Kurt Ballou, c'est comme... C'est un ingénieur, c'est un créateur. Il fait des choses avec une guitare que j'ai jamais entendu un autre band faire ça. C'est vraiment, pour moi, c'est un génie. Puis c'est un producteur aussi, lui, en plus. Ouais, il a produit plein d'artistes. Puis le chanteur, Jacob Bannon, il fait des pochettes, en plus. Ouais. Fait que l'art visuel, c'est super important dans ce band-là. Je me dis, ça a dû te parler tout de suite en partant. Un band assez complet. T'sais. Exact. Puis la pochette de Jane Doe, je veux dire, je regardais ça, puis j'étais comme... Je veux créer de quoi un moment donné qui ressemble à ça. Là. C'est tellement beau. Puis j'ai fait aussi une couple de pochettes pour des bands. Ah oui? Puis, puis, des bands lourds? Ben, Cryptopsy. Ah, pour vrai? T'as fait une pochette de Cryptopsy? Quel album? Unforgotten King. Hey, ça fait longtemps, ça fait comme presque 20 ans. Oh, puis c'était malade parce que j'habitais à Lévis dans le temps, mais j'étais venu rencontrer un band justement pour un autre projet. Puis à Montréal, puis je m'étais rendu au Yermad après. Puis là, j'étais au Yermad, puis là, finalement, je vais aller fumer une clope dehors. Fait que je m'adresse au couple qui est à côté de moi, puis je dis « Hey, guys, tu sais, genre, checkez ma bière. »
Puis si quelqu'un essaie de la prendre, genre, pétez-y à la gueule. Fait que là, on fait une joke. Je reviens, puis là, j'étais comme, vous avez surveillé ma bière, vous êtes cool. Puis là, le gars, il fait, ouais, j'ai failli prendre une gorgée, mais là, j'allais me péter à la gueule moi-même. Fait que j'ai pas trop osé. Puis là, on part à rire. Puis là, je fais comme, moi, c'est Jake en passant. Puis là, moi, c'est Chris. Puis cool. Chris Donaldson? Exactement. Puis là, j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'arrive d'un contrat, là, j'ai rencontré un band pour faire une pochette, puis il fait que, hey, mon band, on cherche un artiste pour faire une pochette. Puis je suis comme, c'est quoi ton band? Puis il fait, Critopsy. Puis là, je suis comme, tabarnak. Donc, non seulement je connaissais, mais tu sais, Critopsy, c'est probablement considéré comme un des plus grands bands virtuoses, Flo Mounier, tu sais, je veux dire, c'est un des plus grands drummers de métal de tous les temps, tu sais. Puis c'est un des groupes, c'est pour vrai, made in Québec, qui s'est exporté le plus, tu sais, Voivode, tu sais, t'as Despise Icon, qui cartonne au bout, tu sais, qui vont jouer au Japon, mais Cryptopsy aussi, c'est impressionnant, puis c'est impressionnant rapidement, tu sais. Puis, fait que là, tu sais, il me dit, ben, t'as-tu un portfolio? Puis je suis comme, dude, j'arrive d'un meeting, tu sais, genre, j'ai tout mon stock, là. Fait que là, j'y monte ça. Au Yermad, direct. Au Yermad, ouais, c'est ça. Fait que là, j'y monte ça, puis il fait comme, OK, man, vendu, on s'échange nos numéros, puis là, après ça, j'ai rencontré les gars, j'étais super intimidé. J'ai vu le drum de Flo, j'étais comme, oh shit! Ah ouais. Puis, on a super bien travaillé ensemble. Eux autres, ils voulaient de quoi de tête en plus. Là, ils voulaient comme la pochette qui se déplie avec l'illustration en dedans. Puis j'ai fait toute leur merch cette année-là aussi. Les hoodies, les t-shirts. Ah ouais, hein? C'est cool, ça. Puis il n'y avait pas des vinyles. C'était pas la folie du vinyle à l'époque. Non, c'était juste des CD. Fait que ta pochette, t'as un petit... Tu sais, ça doit être genre 2006, 2007, un affaire de même. Là, ouais. Puis là, j'étais comme, j'en parlais à tous mes chums. Dude, j'ai travaillé avec Cryptopsy, c'est malade. Puis malheureusement, puis je pense pas que ça a rapport avec moi, là, mais malheureusement, c'est un album où ils ont essayé de faire autre chose. Puis ça aussi, c'est quelque chose dans la communauté, je dis dans la communauté métal, mais c'est le même dans toutes les sphères de la culture, là. Aussitôt que tu as un fanbase solide, il se crée une espèce d'élitisme. Puis il y a d'attente aussi. Ils s'attendent à quelque chose que tu n'es peut-être pas quand tu veux évoluer. Puis... Exact. Fait que ils veulent du nouveau, mais ils veulent tout le temps la même affaire. Fait que, bref, c'est l'album qui ont pris une fille qui était claviériste, puis là, il y avait une fille qui chantait une fois de temps en temps, puis du clavier, puis là, les fans ont détruit l'album. Puis tu sais, live, il faisait des vieilles tunes, puis t'écoutes cet album-là, puis il bûche en tabarnak, mais c'était juste pas comme les anciens albums. The Unspoken King. Oui, c'est que j'ai dit? Unforgiven King? Unforgotten. En tout cas, c'est pas grave. Ouais, Unspoken King, c'est ça. Je suis en train de regarder la pochette. C'est très cool. Il y a comme des visages là, dans l'espèce de boucan en arrière, un château ténébreux. Mais non, mais c'est très cool, ça. Je ne savais pas ce lien que tu avais avec le métal. C'est très cool. Mais sinon, dans les albums, tu sais, je t'avais posé une question aussi pour que tu te prépares un petit peu. Puis là, vu que tu es un peu moins métalleux, ça peut être punk, tu sais, on peut être ouvert. Tu sais, moi, là, de toute façon, là, c'est un podcast que j'ai imaginé un prétexte de jaser avec des métalleux, puis je peux inclure le punk là-dedans, de films d'horreur ou d'horreur en général. Puis dans le fond, c'est un prétexte pour avoir des conversations avec des artistes, des gens que je respecte et que je sais qu'ils vont être le fun à jaser. Puis j'étais vraiment content que ça tente de participer au podcast. Puis en tout cas, la question que je pose, puis j'aime avoir la question segway, si on veut, entre jason de musique et allons dans l'horreur, c'est, selon toi, au niveau musical, qu'est-ce qui l'intersection entre les deux dans une œuvre, chez un artiste, dans un vidéoclip, ça serait quoi pour toi? As-tu eu le temps de réfléchir un petit peu à ça? Ouais, puis je sais pas, c'est pas nécessairement du métal, mais pour moi, c'est Trent Reznor. Fait que, oui, hein? Ben oui. Nine Inch Nails, je trouve que ça a toujours été une soundtrack. C'est une soundtrack de films d'horreur, puis de films industriels, puis moi, ça me rappelle... Avant même que je sache c'était quoi Silent Hill, ça me rappelait ce genre d'univers-là, tu sais.
Puis il y a des tunes qui sont instrumentales puis qui sont vraiment angoissantes. Fait que je le mettrais là parce que sinon, dans le métal extrême, c'est vrai que j'ai de la misère à faire des associations. Parce que nomme-moi donc un exemple de film qui contient de la musique extrême, qui est du métal, puis que ça fit. Là. C'est pas juste comme quelqu'un qui écoute ça dans son char ou c'est pas genre un personnage qui écoute du métal. Là. C'est une toune, tu sais. On dirait que j'ai rien qui me vient en tête. Non, il n'y a pas grand-chose. Il y a eu des erreurs, des essais un peu ratés parfois. Ghost of Mars de Carpenter, c'était pas bon. Puis la musique, tu voyais qu'il avait essayé quelque chose, mais Carpenter, qu'est-ce qui est intéressant, c'est dans ses soundtracks, c'est le clavier. Puis le clavier, c'est des notes, c'est simple, c'est une petite mélodie, c'est des effets de clavier qui viennent rentrer en dessous de ta peau. Puis il est allé chercher Buckethead, le guitariste virtuose, mais avec un chapeau de Kentucky, un baril de Kentucky sur la tête, un masque style Michael Myers. Ouais. Puis qui est très, très, très bon, mais ça collait pas. Tu allais chercher des gars d'Anthrax. Il y avait Robin Fink, membre de Nine Inch Nails aussi, sur cette soundtrack-là. Puis t'écoutes les tunes, c'est correct. Dans le film, le film n'est pas très bon, on s'entend. Là, c'est pas son meilleur. J'allais dire David Cronenberg, c'est pas ça partout. John Carpenter. Mais un film qui utilise à bon escient du métal pour des ambiances, c'est pas de temps. Puis comme Trent Reznor, c'est vraiment le gars qui a compris comment faire des soundtracks qui, comme tu dis, qui font peur ou qui viennent toucher aussi. Tu écoutes The Social Network, c'est pas un film d'horreur pantoute, mais sa trame sonore est complètement débile pour te faire sentir la trahison, plein d'émotions complexes. Puis je veux dire, même, Downward Spiral, puis ces trucs-là qui n'étaient pas associés à des films. Je me rappelle la première fois que j'ai vu le vidéoclip de Perfect Drug, je pensais que c'était, parce que c'était la mode dans ce temps-là, de faire des vidéoclips pour la promo d'un film, puis utiliser les images du film. Puis, il y avait le Dracula de Coppola qui était sorti une couple d'années avant, puis là, je checkais l'image de Perfect Drug, le vidéo, puis j'étais comme, c'est quoi ce film-là? Faut que j'écoute ce film-là, ça a l'air trop hot, Puis finalement, pour découvrir que c'était juste un vidéoclip, là. Ouais, mais... Quelle vidéo, là? Oui, puis c'est vrai qu'il y a un petit look un peu à Gary Oldman qui est dans Dracula. Il y a quelque chose, il y a une petite parenté, c'est vrai. Puis il est ultra léché, cette vidéo-là. Il est beau, là, gothique au bout. Là. Exact. Gothique, mais surréaliste en même temps. Là, avec sa moustache, il n'y a pas eu ça longtemps, une moustache. Puis sinon, je trouve que ça serait intéressant à explorer pour les réalisateurs de justement, genre, mais, c'est une scène de violence, là, mais du fucking Cryptopsy, juste comme pour... J'ai l'impression que je le filerais, parce que vu que moi, je suis visuel, je fais de l'illustration, je fais beaucoup de BD, tout ça, c'est impossible pour moi d'écouter un band puis pas avoir un vidéoclip qui joue dans ma tête. Ça vient naturellement. Puis peut-être un band instrumental. C'est peut-être le vocal qui fait que ça marche peut-être moins bien. On dirait tout le temps que ça sort d'un speaker, d'un radio qui est dans la pièce, mais pour y aller dans l'ambiance, peut-être donner le contrat à un band puis qui fasse un score. Moi, je serais partant d'avoir un score par, je sais pas, Opeth, mettons. Ben oui, mais ça pourrait être intéressant. Ça serait incroyable. Puis tu me fais penser, vu qu'on jase de ça, je me rappelle pas de son nom, là, mais le dude qui a fait la trame sonore des jeux Doom, des dernières éditions. Là. Ah, ouais. C'est assez métal, ouais. Exact. Ça commence, puis c'est comme du pseudo-métal. C'est comme métal industriel. Je parle du 2016, pas Doom Eternal. Okay. Puis là, à un moment donné, je jouais, puis la musique se modifie dépendamment de l'action qui se passe. Fait que plus il y a d'ennemis, plus tu tires, plus tu as d'énergie. Puis à un moment donné, il y a eu un blast beat. Ah ouais. J'étais comme, c'est la première fois que j'entends ça dans un jeu, puis vraiment, genre... Puis j'étais comme, wow, puis ça fit là, avec Doom, là, t'es dedans, genre. C'est incroyable. Fait que, tu sais, je pense que c'est possible là, de...
Et pour des jeux vidéo, tu sais, je pense que tu sais, ça connecte assez bien le métal parce qu'il y a une espèce d'émotion, tu sais, d'euphorie, tu sais, qui peut marcher, tu sais, dans les jeux vidéo, tu sais, Carmageddon, il y avait du métal, il y avait du Fear Factory, je pense, là-dedans. Il y a eu certains jeux vidéo qui ont utilisé le métal comme soundtrack, puis dans des trucs de carnage comme ça, je pense que ça marche. Mais oui, on mériterait d'avoir plus de métal dans le cinéma parce que, tu sais, bon, il y a eu des films dans les années 80, tu sais, des Trick or Treat qui avaient Fast Wave. C'était du hard rock presque métal ou du heavy metal classique. Tu sais, il y a eu certains films que c'était dans ces eaux-là, mais c'était plus rock'n'roll, tu sais, c'était mélodique. Puis après ça, bon, il y a eu les Demon Knight, il y a eu, tu sais, certains films qui avaient des soundtracks, mais comme tu disais, c'est de la musique qui jouait dans le speaker du char qui passait, puis c'était des petits bouts, c'était pas un score, tu sais. J'ai un film en tête, Devil's Candy, je sais pas si tu as vu. Mais encore là, c'est à propos d'un dude qui écoute du métal. Fait qu'il y a beaucoup de métal dans le film, mais c'est la musique que lui écoute. Okay. Mais là, tu as mentionné Fear Factory. T'es-tu un fan de l'album des Manufacture? Oh oui. J'ai tellement aimé ça. Tu sais, bon, les autres, ils sont venus de quelque chose qui était très industriel, très death aussi, avant d'amener de la mélodie avec cet album-là. Puis moi, j'ai fait, oh my God, c'est donc bien cool, ça. Mais ça n'a pas de bon sens quand même qu'il bien produit, cet album-là. Ah, c'est il est sharp. Tu sais, c'est quoi? C'est 97, je pense? 94, je dirais même. Moi. Ah, ouais. Puis tu sais, t'écoutes d'autres albums métal de cette époque-là, puis il n'y a rien qui sonne aussi sharp que ça. Là, ça n'a pas de bon sens. Le drum, c'était trigué aussi. Là, fait que tu avais le côté ultra synthétique le bass drum, là, puis il était très métronomique aussi. Fait que tu sais, ça... Puis la guitare super incisive. Puis l'album d'après était très bon, mais tu sais, eux autres, ils se sont perdus. Puis au niveau de la performance vocale en show, Burton Seabell, le chanteur, là, pourri. Ah, c'est vraiment un chanteur de studio, là. Ouais, il était pas capable, puis tu demandes à n'importe quel métalleux qui l'a vu en show, là, puis il va dire ouais, c'est pas glorieux. Je demanderais à Bruno Georget, là, c'est un gros fan de Fear Factory, puis tout un peu triste de le voir live. Ah, merde, ça gosse ça dans ce temps-là, parce que t'es comme, je l'entends dans ma tête, la bonne track, mais c'est pas celle qui est live présentement. Non. Mais toi, tantôt, tu parlais de jeux vidéo. Évidemment, jeux vidéo, ça fait partie de ta vie. Vous en commentez ça beaucoup au Mystérieux Étonnant. On en parlait tantôt. Turbo Kid, ça vient du jeu vidéo. L'inspiration est là. Est-ce que toi, l'horreur, c'est arrivé dans des jeux vidéo qui n'étaient pas très épeurants à l'époque parce qu'il n'y avait pas les moyens graphiques? Tu dis ça, mais man. Castlevania, ça te faisait peur? Moi, j'étais super jeune au Super Nintendo, au Nintendo, je veux dire. Castlevania, ça me foutait à la chienne. La musique? Sur le Sega Master, là, les gros bonhommes musclés qui se transforment en loup-garou. Altered Beast. Altered Beast, ça me foutait à la chienne. Puis là, cool, des années plus tard, j'ai peut-être justement 15 ans, puis on va d'un chalet, moi puis mon ami, puis on se loue un PlayStation avec Resident Evil. Avec le chien qui passe à travers la fenêtre. Puis dude, ça me faisait capoter, là, genre, c'était l'affaire la plus épeurante que j'avais jamais vue de ma vie. Puis je tripais, là, j'étais comme, c'est ça, ça, c'est ma shit. Là. Ouais. Ah non, mais je te sens parce que moi aussi, j'ai loué un PlayStation pour louer Resident Evil avec mon frère. On a joué toute la nuit. Pas ça. Puis moi, j'étais pas capable de jouer. Ça me terrorisait trop, mais l'aspect narratif du jeu me faisait capoter. Puis, tu sais, à cette époque-là, j'étais quand même assez jeune, fait que j'avais pas beaucoup de background avec les zombies. T'avais pas vu beaucoup de films à ce moment-là. C'est ça, tu sais, je connaissais le terme zombie, je savais c'était quoi, mais tu sais, j'avais pas écouté Night of the Living Dead, puis les films de Romero, puis tout ça, tu sais. Fait que c'était comme encore nouveau de comprendre comment qu'un zombie, ça fonctionne, puis là, OK, si tu tires les jambes, ils continuent à ramper quand même, puis tu sais, ça me faisait capoter, puis à ce jour, man, j'ai joué au dernier Resident Evil au pluriel, là. Ouais. Ça n'a pas de bon sens quand c'est malade. Ouais. Moi, Resident 7, là, c'est... J'ai pas joué au dernier. Ça, j'ai vraiment hâte, là. Il faut que je le trouve. Ben, le 7, c'est pas le dernier. T'as le 7, ensuite, t'as eu le remake du 2, qui
hallucinant. Très bon. Puis là, tu as eu, le dernier, c'est The Village. Village, c'est lui que j'ai pas joué. Puis après ça, tu as Nemesis, qui est dans le fond Resident 3, mais encore là en remake. Il est un peu raté, apparemment. Ben, je pense que c'est qu'ils l'ont peut-être sorti trop rapidement, mais je ne l'ai pas joué personnellement, mais il a de l'air super cool. Moi, je suis vendu, man. Moi aussi, je suis game. Je suis game de jouer à ça parce que effectivement, tu sais, puis qu'est-ce qui est fun, c'est qu'ils sont renouvelés. Hein, tu sais, quand ils sont arrivés avec le 4e, tu sais, bon, third person, OK, on n'a plus les pieds jamais à terre. C'est cool ça. Puis là, après ça, first person, OK, mais là, il n'y a plus presque Umbrella. Tu sais, ils ont réussi à garder la franchise. On pensait tous que c'était un reboot ou un genre de... Puis finalement, non, ça fait partie de l'univers de Resident. Puis c'était aussi une réponse, je crois, à PT, qui était le démo de Kojima puis Del Toro, là, qui était sorti. Puis qui n'a pas finalement rien donné. C'est ça, ben c'était supposé être Silent Hills, donc le dernier Silent Hill qui est jamais arrivé. Mais tu sais, ce démo-là, je pense, a tellement marqué les esprits forts que ça a donné des petits, tu sais, dont, je pense, Resident 7 existe un peu grâce à ça. T'sais. Mais mon Dieu, moi, là, tu me parles. Ben là, tu sais, c'est une de mes franchises. Ben, tu sais, au niveau horreur, jeux vidéo, pas mal le top, là, on s'entend. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de Silent Hill. C'était pas des jeux que j'avais accrochés à l'époque, puis j'aurais dû, parce que vraiment que j'en ai joué un, je pense, là, mais le 2, apparemment, il est vraiment solide. Là. J'ai une période où je suis en appart à Montréal, mais pour une raison quelconque, puis je me rappelle pas exactement c'est quoi, mais j'ai dû vivre chez mes parents pendant 2 semaines. Puis je m'étais vraiment installé genre un lit dans le salon. Là. Puis je jouais à Silent Hill 1, qui était déjà un vieux jeu à l'époque. Là. On était rendu à la fin du PlayStation 2, début du PlayStation 3, je pense. Puis je jouais à Silent Hill 1, puis j'étais comme, c'est malade. Ça, c'était sur la première PlayStation, ça. Oui, mais tu sais, c'est ça, c'était déjà un vieux jeu quand je le jouais. Là. Et ma mère est apparue dans la porte en robe de chambre, là, mais c'est une des fois que j'ai eu le plus la chienne de ma vie, parce que tu joues, t'es concentré sur le jeu, mais il y a juste de quoi, genre, qui apparaît dans le coin de ton œil, tu te vires, puis... C'est malade. C'est excellent. Hey, on va jouer un jeu, Jake. Yes. Toi puis moi, là, parce que je suis trop cheap pour avoir acheté un compte de Zoom. Oui. Parce que maintenant, ils ont changé les settings. Avant, c'était 2 personnes. Tu pouvais parler toute ta vie là, pendant des heures, puis il n'y avait pas de problème. Puis là, il s'est rendu que c'est 40 minutes maximum. Même quand tu es 2. Fait que là, il va falloir, chers auditeurs, il va falloir que j'achète un compte à un moment donné. Parce que, en même temps, ça te donne une contrainte. Fait que ça peut encadrer. Puis la dernière entrevue que j'ai faite, la dernière conversation que j'ai eue, c'était avec Vincent Hood. Puis je me suis rendu compte de ça en plein milieu de la conversation. Fait que là, on a caché la caméra avec notre main pour faire un fade to black, puis après ça, on a refait la même affaire à l'inverse pour le deuxième bout, puis ça a été seamless. Fait que là, je le dis, fait que là, je dévoile notre terrible secret, mais... Fait que tu veux que je fasse ça tantôt. Ouais, comme ça. Et voilà, nous sommes de retour! Hein? Ça a pris même pas une seconde. Donc, on parlait de jeux vidéo. Hein? Les jeux vidéo, c'est bon pour la santé. On aime ça. On aime ça avoir peur dans les jeux vidéo. Mais est-ce que les jeux vidéo horrifique, c'est venu avant le cinéma, horrifique pour toi, ou qu'est-ce qui est venu dans l'horreur? Là? Qu'est-ce qui t'a amené dans l'horreur? Est-ce que c'était des livres, les bandes dessinées? Man, c'est tellement une histoire cute. Que quand j'étais tout petit, j'ai grandi en Californie avec mes parents. Puis mon père, on avait une petite télé en noir et blanc. Et mon père est un fan de cinéma, mais il aime beaucoup l'horreur aussi. Puis on écoutait tout ensemble. Okay. Fait que j'avais 4 ans, là, puis j'écoutais tous les films d'horreur que tu peux passer. Genre le premier, c'était quoi? Tu as un souvenir? Ben là, les premiers, je m'en rappelle pas parce que c'était des films qui jouaient à la télé, mais c'était, je me rappelle que c'était Elvira qui hostait. Fait que c'était des vieux films des années 50, probablement. Probablement, mais tu sais, c'est tout mixé à plein d'affaires. Tu sais, je me rappelle qu'à un moment donné, il y avait le Blob. Je me rappelle que, tu sais, j'étais trop jeune. Là. J'étais arrivé au Québec, je pense que j'avais 7 ans. Là, fait que c'était avant ça, tu sais. Mais je me rappelle, puis c'est une discussion que j'ai eu beaucoup avec mon père par la suite. Fait que, tu sais, c'est un souvenir qui a été recréé d'un souvenir. Là. Comme à regarder des photos, puis là, je me rappelle, mais non, je regarde la photo. C'est ça. Mais je me rappelle que j'avais peur, puis que mon père m'expliquait que c'était comme un tour de magie.
Fait qu'il y avait comme une main qui était coupée, puis il me disait, non, mais personne ne se coupe la main pour vrai, là. C'est comme un tour de magie, puis de faire que, wow! OK, ben c'est ça que je veux faire, moi, tu sais. Je veux faire ce tour de magie-là, tu sais. Puis évidemment, je me suis pas lancé dans les effets spéciaux, mais ça a fait que l'horreur a comme, tu sais, il y a quelque chose dans mon cerveau qui a computé ça, puis que j'ai tout le temps été fasciné par le genre depuis toujours. Ah ouais, hein, tout depuis petit. Mes plus vieux souvenirs. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est justement, moi j'ai un enfant, j'ai une fille de 8 ans, puis c'est de dédramatiser le truc, mais de garder la magie quand même. Fait que tu sais, c'est tout le temps la ligne est où, mais tu sais, c'est comme on embarque dans le truc. Tu sais, moi, j'ai gardé mon cœur d'enfant, puis même si je sais que c'est des effets spéciaux, puis que c'est des acteurs, tout ça, moi je veux être immersé, ça se dit pas, immergé. Je veux être dans l'histoire, je veux vivre ce truc-là jusqu'à temps que je me rende compte que les acteurs sont pas bons, puis là, ben, je ris du film, mais je suis disponible. Peu importe ce qui se passe, même si je fais une critique du film. Ça, je pense que c'est une des affaires que j'aime le plus de toi. Puis, je sais qu'on n'est pas super proche, mais je te vois quand même dans quelques events. Puis, c'est que tu as de l'air de quelqu'un, puis moi, j'admire beaucoup ça comme qualité dans les gens, là, qui n'a pas de cynisme. Tu as de l'air de quelqu'un qui what you see, what you get, mais qui va embarquer dans le jeu des autres. Qui va pas, genre, essayer de se prendre de haut pour faire que, moi, je connais telle affaire, ou, tu sais, t'as quelque chose d'un émerveillement envers la vie, puis ce que tu consommes, puis la musique, puis les films. Puis moi, mon père m'a transmis cette valeur-là aussi, puis je trouve ça fantastique de vivre comme ça. Je trouve que c'est une belle qualité. Ben, tellement. Mais merci de me dire ça, parce que c'est tellement comme ça que je vis aussi. L'enthousiasme, j'essaie qu'elle soit contagieuse dans la vie. Puis j'en parlais avec une amie, j'arrive de souper, puis il faut être positif dans la vie. Puis le cynisme, ça sert à rien. C'est juste une façon de se trouver peut-être un peu drôle, mais c'est juste du négativisme qui n'a pas sa place. Des fois, oui, un peu, tu sais, à petite dose, mais ça sert à rien. Je pense que ça nous aide à apprécier beaucoup le cinéma en général, parce que, tu sais, si tu as déjà participé à un plateau de tournage, tu sais, man, que, tu sais, tout ton cœur est là-dedans, puis personne ne veut faire un film poche. Ben non. Fait que d'essayer de voir ce que les gens ont voulu faire, ça nous aide, dans le fond, à embarquer là-dedans, puis à faire comme, OK, c'est hot, il a essayé ça, puis, moi, il y a plein de films super, qui sont considérés comme super poches, que moi, j'adore du fond du cœur, puis, puis c'est le fun, justement, après ça, tu fais comme, OK, ils ont essayé, ils se sont plantés solide. Mais on peut avoir du fun avec ça. C'est drôle aussi de voir les mauvaises idées qu'ils ont eues, parce que des fois, c'est pas toujours des bonnes idées. Aimer les nanars, c'est un plaisir. Ça existe, puis on est là, puis on le reçoit, puis on peut partager ça. T'as-tu déjà vu le samouraï de Los Angeles? Là, la personne dit oui, tu fais « C'est malade! » Oui. sa perruque! C'est pas un film d'horreur, mais tu sais... non, je te suis à 100%. Ouais. Mais là, tu sais, on peut aller à plein de places avec ça. Tu sais, c'est quoi tes films d'horreur préférés, tout ça. Mais tu sais, vu que toi, tu as collaboré à un film très cool de gens que j'estime beaucoup, que j'aime d'amour, hein? La gang de Rookies Superstar que je suis depuis le Bagman, depuis Space, tout ça. Puis, tu sais, Turbo Kid, c'était incroyable d'être dans la salle, d'être sur le plateau de tournage. Hein. Je suis allé faire un tour là, faire une entrevue avec Michael Ironside que j'ai trouvé assez tough, merci. Mais après ça, j'ai découvert que tu as été non seulement l'auteur de la préquelle, pour un bon français, mais aussi tu as fait les storyboards. Exact, c'est ça. Fait que j'ai travaillé sur le film avec RKSS, puis ça, c'est une des plus belles collaborations de ma vie. Notre horaire, là, c'est que je me levais, on lisait une scène ensemble, il m'expliquait, puis il y avait des figurines puis des bonhommes, parce que je me concentrais surtout sur les scènes d'action qui étaient plus dures à faire sans storyboard. Là. Ouais, c'est ça, c'était vraiment un outil de travail important. Fait que il m'expliquait, avec les bonhommes, là, OK, lui, il revole là, fait que là, puis après ça, je travaillais toute la nuit. Avant de me coucher, je les envoyais à la scène.
Le lendemain, on se réveillait, on se refaisait un meeting, on checkait la scène ensemble, on parlait de l'annexe, puis on a fait ça pendant presque 2 mois, genre. Ouais. C'était magnifique. Est-ce que tu te rappelles la première fois que Johan Carl, j'imagine, ou le trio, t'en a parlé de ce projet-là? C'était-tu le court-métrage ou il était déjà fait? Malade. Parce que moi, en fait, j'étais comme un peu les mystérieux, j'étais fan de RKSS avant de les rencontrer. Puis j'étais même fan avant le Bagman. Là. Fait qu'il avait fait un court-métrage qui s'appelait Tony Spaghetti. Oui! Puis ça m'avait fait capoter. Je l'ai vu après, mais c'est tellement bon. C'était incroyable. Puis là, j'y suivais, puis là, il annonçait qu'il y avait un film qui s'en venait, puis c'était le Bagman, puis là, j'étais à Vitesse Lumière à Québec à l'époque, puis j'ai capoté, j'étais comme... C'est des storytellers, là. C'est pas juste à propos de faire un film petit budget avec du gore, là. C'est genre, je voyais les chorégraphies, puis ça me rappelait des films de Jackie Chan, puis j'étais comme, c'est tellement fucking brillant. Puis là, évidemment, j'y connaissais de loin parce que j'allais lui serrer la main puis lui faire des cheers, mais pour eux, j'étais juste comme un fan. Puis, bref, c'est à cause des Mystérieux parce que Johan a été longtemps dans les Mystérieux. Il est encore, on a fait un épisode la semaine passée ensemble, mais c'est plus rare à cause quand il y a le temps. Exact. Puis, un moment donné, out of the blue, les trois m'ont appelé, disaient « Hey, on aimerait ça te parler de quelque chose. Serais-tu game qu'on se fasse un meeting, on irait chez vous? » Ouais. Puis, je m'attendais pas à rien, honnêtement. Je savais pas trop. Puis, le court-métrage... Tu avais déjà publié des BD à ce moment-là ou des trucs plus indépendants? Oui, oui. J'avais fait beaucoup d'anthologie. Oui, avec Fronfoy. Exact. Puis j'avais aussi fait Amos d'Aragon, peut-être pas encore. J'avais fait La Grande Illusion avec Brian, puis je postais beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as fait des couvertures de ces romans, Brian Perrault? Ouais, puis là, attends, c'est en vidéo, ça, ici, hein? Oui. Ça, l'émission, ouais. Attends, donne-moi une seconde. Audio et vidéo, mais tu peux me montrer des choses, oui. Ouais, ok, t'as peu. Cool. Donc, en 2010, je m'étais auto-publié un magazine de BD qui s'appelait Holy Right. Ah, ouais. Là, tu peux voir, il y a des ninjas puis un genre de Arnold Schwarzenegger avec une moustache. Nice. Et là-dedans, tu sais, il y avait... C'est un paquet de BD puis d'illustrations. Tu sais, t'as fait tout de A à Z là-dedans. Ouais, exact. C'était une auto-publication. Puis, je lui avais demandé si je pouvais pas faire un fan art de Bagman. Nice! Puis, vraiment très cool. Quand ils m'ont dit oui avec plaisir, ben, un moment donné, je les ai vus à Space, puis je leur ai offert ça. Fait que je pense que c'était surtout de là que... Qui se rappelle de toi. Bref, ils débarquent chez nous, puis ils sont comme, ouais, on a eu du financement pour faire un long métrage de Turbo Kid. Puis je savais déjà c'était quoi à cause de Taste for Turbo. Ouais, ben ouais. Puis j'étais comme, OK, c'est vraiment cool, tu sais. Puis je m'attendais, je sais pas, man. Ah, je vais faire l'affiche, peut-être, ou... Ouais, puis même à ça, j'étais comme, non, François, il faut le bon pour faire des affiches. Oui. Fait que, tu sais, je cherchais, genre, j'étais comme, OK. Puis il était comme, ben, on aimerait vraiment ça que tu fasses les storyboards. Puis, ben, j'ai arrêté de respirer. Pour vrai? Genre, j'y croyais pas. Puis, ils ont fait, ouais, on tripe vraiment sur ton style. Puis, justement, je pense qu'il m'avait mentionné Holy Right. Tu sais, c'est pas juste ton dessin qu'on aime, mais c'est tes angles de caméra, puis comment tu découpes l'action, puis tout. Puis j'étais comme, OK, je mets tout ce que j'ai sur la table de côté, puis oui à 100%. Tu sais, surtout qu'ils arrivent, ils disent, on a du financement, fait qu'on peut te payer en plus. Tu sais, souvent, là, on dit oui à tout parce qu'on est des passionnés, puis, hey, quand en plus, il y a un chèque, là, tu sais, puis tu travailles avec tes amis. Exact. Là, tu connaissais déjà, là, avec Johan, c'était rendu des gens qui côtoyaient un peu plus, là. On était plus proches, là, mais tu sais, on n'était pas comme encore des grands chums, tu sais, on était plus proches, puis là, évidemment, à cause 2 mois de storyboard, ça oui. saoute des gens, ça.
Puis tu sais, c'est qu'on n'arrête pas de parler de plein de conneries en même temps, de la musique qu'on écoute, des films, etc. Fait que... Puis eux autres aussi, c'est des bons métalleux, ce trio-là. François, surtout. Hein? C'est surtout François. Ben, j'ai eu Anouk sur le show, puis on a parlé d'un paquet de bons groupes métal. Elle me dit que c'est Johan Carl qui l'avait initié à beaucoup de ces bands-là. Fait que les deux autres, ils sont dans ma liste. Oui, non, t'as raison. C'est vrai. Mais, bref, c'est ça. Fait que ça en est né une amitié folle, puis je suis tellement heureux de faire partie de cet univers-là, tu sais, de manière indirecte, mais là, après ça, c'est ça, quand on faisait les storyboards, T'as eu un certain impact, j'imagine. On brainstorm, tout ça, puis t'as amené certaines idées. Est-ce qu'il y a des trucs que tu te rappelles que t'aurais peut-être... ou c'était vraiment... Il y avait quand même le scénario. C'est très mineur, parce que leur script était super détaillé. Puis moi, je faisais pas de design. Hein. Fait que c'était vraiment du storyboard. Puis c'était avant que le casting soit fait. Puis avant que le design des costumes soit fait. Fait que tu sais, le kid, je savais à quoi il ressemblait à cause du court-métrage. Mais mettons, Apple, ben tu sais, dans mes storyboards, c'est juste comme une fille random. Là, elle ne ressemble pas à Laurence Leboeuf. Là, mais on n'arrêtait pas de se dire, genre, hey, ça serait malade de faire une BD style old school, tu sais, comme le kid, il lit dans le film. Puis là, finalement, ils ont fait un genre de Kickstarter pour de la merch, puis là, la BD était dans le lot. Fait que là, on a fait ça ensemble. Puis le processus avec la BD, ça s'est passé comment? On a travaillé à la Marvel Method. Fait que Marvel Method, comment que ça fonctionne, dans le fond, là, c'est que le scénariste, il fait un genre de outline, donne ça au dessinateur. Le dessinateur fait toute la BD, redonne ça au scénariste et le scénariste ensuite remplit les bulles. OK. Fait qu'il n'y a pas de dialogue, mais il y a une idée du dialogue dans... C'est ça, exact. Puis moi, je le sais, je fais des suggestions, genre, il pourrait parler là, puis dire de quoi de... C'est des notes. Puis eux, à la fin, ils rajoutent le dialogue. Fait que c'est vraiment une co-écriture. Là. Puis tu sais, ils me laissent libre à 100%. Là. Fait que c'est cool. Là, c'est gâté, c'est le fun. En plus, Skeletron, il est comme vraiment là, un cyborg de malade. Là, il est beaucoup plus... en plus, tu peux te gâter. Il n'y a pas de budget. Là, tu fais ce que tu veux. Là, c'est ça. Puis... il y a 2 BD de Turbo Kid qui sont sortis. La deuxième, justement, sur le Origin Story de Skeletron. Puis là, on est en train d'en faire un autre. C'est là-dessus que je travaille là, avant que tu m'appelles. Je suis en train de faire une page de ça. Puis après aussi. Oui, après aussi, exact. C'est pour ça que je suis pas sur la bière, je suis sur le café en ce moment, là, parce que je vais avoir une couple d'heures encore avant de finir ma journée. Mais tu sais, c'est incroyable que ce projet-là, il y a encore une vie, puis il y a encore un engouement, puis les gens ont... Tu sais, il y a le jeu vidéo qui s'en vient. Oui, exact. Non, c'est... Puis il va y avoir un autre film éventuellement. Éventuellement, c'est sûr. Là, ils sont en train de terminer leur dernier, là, mais ça va arriver éventuellement, c'est sûr. Parce qu'il y a quand même, ça a été un succès instantané au niveau les fans étaient au rendez-vous. Là, les gens, puis de partout, ils ont fait la tournée des festivals, tout ça. C'était un beau succès. Il y a eu des cosplays à Tokyo. Là, c'est malade. Des tatouages. Quand le monde, là, ils vont... Est-ce que tu as vu des tatouages de tes dessins? Non, les tatouages venaient surtout des stills du film ou des genres de fan art. Mais j'ai vu mes dessins tatoués pour Alice, par exemple. Ah ouais! C'est un très bon segue, ça, pour Alice. C'était pas voulu, mais oui. Non, c'est... ouais! Il y a une couple de personnes qui m'ont envoyé des affaires, puis tu sais, c'est extraordinaire voir ça, là, puis tu fais comme, oh my God, quelqu'un a mon dessin sur... Ouais. Évidemment, tu sais, la personne qui se fait tatouer ça, elle se fait pas tatouer un de mes dessins, mais plutôt un personnage qu'elle aime, tu sais, je comprends que c'est... Mais c'est je comprends que c'est ça le niveau, là, mais c'est quand même un esti d'honneur à chaque fois. Là. Tu fais comme, wow. C'est fou. Là. Mais toi, Patrick Sénécal, tu étais un fan avant. C'est quoi ton premier livre que tu as lu? C'était Contre Dieu. Ah ouais! Le livre qui n'a pas de point, là, que c'est comme juste une grande phrase. Ouais, puis c'est écrit à la 2e personne. Fait que c'est fucké, là. C'est tu fais ça et tu fais ça. Puis ça, j'avais bien gros trippé. Puis ensuite, j'ai lu Alice. Puis c'est là que je l'ai rencontré dans un Q&A d'une présentation d'un de ses films. Puis
j'ai demandé si tu avais une BD à faire, ça serait quoi? Puis il m'a dit Alice, t'sais. Puis c'était hot parce que c'était un de mes chums qui organisait le Q&A. Ah ouais? Fait que c'est Francis Ouellette. Fait que là, il dit... On le salue. On le salue. Il est à Cannes encore présentement. Hein? Oui, c'est ça, exact. Ça a l'air rock'n'roll, là, Cannes, en tout cas. Les vidéos sont malades. Petite parenthèse, allez voir son Facebook. En tout cas, je ne sais pas si ses vidéos sont publiques, là, mais les vidéos qu'il a faites pendant Cannes cette année sont absolument savoureux, en gros québécois sale. Oui. Super drôle. Puis là, tu fais référence à le gars qui il a pété la gueule. Oui, c'est ça. Non, mais Francis, c'est un personnage. Oui. Puis c'est aussi un écrivain extraordinaire. J'ai travaillé avec lui sur une autre BD indépendante. Mais bref, c'est lui qui animait le panel. Puis là, il dit, mais Monsieur Sénécal, là, en passant, la personne qui vient de poser la question, c'est un des plus grands artistes au Québec. C'est Jake Dion. Puis là, je suis comme, oh my God. C'est bien de spot, là. Exact. Puis là, vu que c'était une projection de film, il y avait un projecteur. Fait que là, pendant que Patrick répond, ouais, Alice, mais je connais pas bien BD, mais je pense que ça fitterait, il sneak out puis il commence à googler mes dessins. Puis là, Patrick se vire de bord puis il voit mes dessins en gros sur l'écran, tu sais. Puis là, il dit, mon Dieu, ça ressemble à mon univers. Ça ressemble à... Ouais, ça marche. Fait que là... L'entrevue était faite live. Oui. C'est absolument hallucinant, ça. Puis tu sais, c'était pas prévu zéro. Là. Spontané, là. Fait que c'est mon chum, Francis, qui a fait que ce projet-là... c'est lui qui a mis la première graine qui a fait pousser le projet, là. Fait que après ça, on s'est rencontrés, puis voilà. Une vraie rencontre formelle pour voir est-ce que vous voyez les choses de la même façon. Puis, exact. Puis ça a cliqué là, dès le premier meeting. Ça a cliqué à 100%. Ben, tu sais, puis tantôt, tu parlais, tu sais, what you see is what you get. Moi, je suis un livre ouvert, mais Patrick Sénécal aussi. Mm-hmm. Puis il joue pas de game. Il est super, c'est ça, honnête, transparent. Puis c'est ça qui est cool, tu sais, parce que il parle, puis tu t'attendrais pas à ce qu'il te lâche un tabarnak, tu sais, puis ou qu'il s'emporte parce qu'il y a quelque chose qui le titille, là, ou tu sais, par rapport à la question. Et je l'ai vu sur le podcast, puis c'était vraiment un excellent moment de fan. Tu sais, moi, je suis un fan, en premier, mais la conversation était géniale, puis on a parlé un petit peu d'Alice, mais je voulais savoir, tu sais, quand tu as commencé au début, bon, c'est ça, vous avez eu cette rencontre-là. Après ça, tu as fait une campagne de sociofinancement pour être capable de dégager du temps pour plancher là-dessus, parce que c'est pas rien adapté à Alice, là, quand même. C'est un bon gros roman. Il y a beaucoup de viande là-dedans. Ouais. Fait que tu as passé combien de temps là-dessus? C'est 2 ans en tout, mais c'est ça, c'est que moi, je savais que dans le fond, c'était... Au début, c'était comme plus proche de 150, 200 pages, puis je savais que si je faisais ça à temps partiel, là, j'allais travailler là-dessus pendant 10 ans, puis tu sais, fait que je voulais du financement, je voulais un salaire, dans le fond, pour travailler 2 ans à temps plein. Puis, fait que ça a pris 2 ans, puis c'est dans les plus belles années de ma vie, pour vrai. Je raconte tout le temps la même histoire, mais c'est parce que c'est important, puis c'est vrai, c'est que dans ma job, il y a tout le temps un moment où ça devient de la job. Je suis tout le temps inspiré, puis je suis tout le temps reconnaissant de faire ce travail-là, mais il y a des matins, tu te lèves, puis c'est comme, OK, on rentre à la job. On punch. Mais Alice, ça m'est jamais arrivé avec Alice. À chaque jour, je me levais, puis j'étais comme, yes, je fais ça aujourd'hui. Ah, c'est que c'est hot. Puis, je pense que Patrick puis moi, on s'attendait pas non plus au succès que la BD a eu. Pour moi, ça a changé ma vie, là, complètement. Là. Fait que c'est assez extraordinaire. Puis, en plus, c'est pas n'importe quel livre. Alice, ça a marqué une génération. C'est un livre important. Il est lu dans les cégeps. Ouais. C'est un livre fucking hardcore, on s'entend. Ouais. Puis je me rappelais pas à quel point c'était frontal, le livre. Mm-hmm. Le livre, je l'ai lu, ça fait 18 ans peut-être, là, pas longtemps après qu'il soit sorti. Ça m'a donné le goût de le relire, le roman. Ouais. Mais c'est quelque chose aussi. Est-ce que tu as eu peur en adaptant ce livre-là? OK, là, il faut qu'il y ait beaucoup de nudité, il y a des trucs super élevés. Oui. Ben, il y avait 2 affaires. C'est que dans le fond,
La première, c'est que c'est pas moi qui l'adaptais, c'est Patrick et moi qui l'adaptais ensemble. Ouais, collaboration. J'avais l'auteur qui me backait. Fait que, tu sais, ça, là, ça l'enlevait toute la pression de... Tu sais, si Patrick trouve que le design est fit, ben, tu sais, c'est l'approbation que j'ai besoin. T'sais. Ben oui, exact. La seule personne que tu as besoin, finalement. Exact, tu sais. Puis, en même temps, il était super... tu sais, il me mettait beaucoup au centre du pouvoir. Là. Il était comme, Jake, oublie pas, là. Faisais confiance. C'est ta BD, c'est toi le réalisateur. T'sais, moi, je t'aide à la faire, mais c'est toi qui calls les shots. Là. Si tu trouves que telle affaire, ça marche pas. Ou... Fait que, tu sais, c'était extraordinaire comme travailler avec. Puis, l'affaire qui m'a donné à la chienne, c'est l'histoire d'Yvan Godbout. Donc, Yvan Godbout, oui, hein? C'est un auteur qui s'est fait arrêter pour matériel pédophile dans un de ses romans, qui est de la fiction, qui avait été nommé dans des concours de littérature. Puis, tu sais, c'est d'une absurdité, là. Tu sais, c'est comme, c'est une faille du système, puis le système a eu de l'air. Ça me fait full penser à l'affaire de Rémi Couture. Oui, exact. C'est que le gars, il se fait arrêter pour mutilation, puis là, finalement, c'est pas vrai, c'est des effets spéciaux, mais corrompt les mœurs. Ouais. T'es comme, ben non, man, c'est des films d'horreur, voyons donc. C'était des procès de morale. C'est des gens qui comprennent pas c'est quoi aimer des trucs extrêmes. C'est ça. C'était vraiment ça, de dire aux gens quoi écouter, quoi voir, quoi lire. C'est vraiment arriéré là, comme mentalité. C'est ça, puis c'est des gens qui ont de la misère à faire la distinction entre illustrer quelque chose puis faire la promotion de quelque chose. Si t'écoutes Tarantino, je pense pas que Tarantino il dit que c'est bien de tuer des gens. C'est un film, c'est une fiction, c'est pour divertir, c'est pour nous. Fait que c'est vraiment étrange là, comme philosophie. Là, puis ça m'a fait la chienne. Ah ouais, hein? Okay. Parce qu'il y avait en plus une scène de pédophilie dans Alice qui était suggérée, mais qui était quand même présente dans le livre. Puis j'étais comme, hey man, si Yvan Godbout, il perd en cours, tout le monde va être dans la merde, c'est ça. Après ça, ça aurait été l'autocensure, ça aurait été... ça aurait brimé beaucoup d'artistes qui auraient eu peur qu'il arrive encore des choses comme ça. Puis après ça, ça aurait ouvert la porte à qu'est-ce qu'on fait avec Sade? Qu'est-ce qu'on fait avec... tous ces livres qui ont été écrits, puis qui sont tordus, puis qui sont louches, puis qui sont célébrés. Mais, tu sais... Puis, tu sais, cette année-là, le remake de It venait de sortir. Puis moi, je m'étais retapé le roman Chris dans It de Stephen King, là, qui est un des plus grands auteurs d'horreur de tous les temps. Il y a un gangbang d'enfants. Là. Ah ouais, hein? Puis, c'est tellement bien écrit. Honnêtement, c'est vrai que c'est weird un peu, là, cette scène-là. Mais en même temps, c'est tellement bien écrit que tu comprends la logique des enfants. C'est que, tu sais, eux, ils se disent, ben, Pennywise, il mange pas les adultes. Fait que si on devient des adultes, puis quand t'es enfant, qu'est-ce que ça veut dire devenir un adulte? Ben, tu sais. Avoir du sexe. Faire l'amour, ça compte là-dedans. Puis le pire, c'est que c'est pas creepy. C'est creepy à cause que c'est le contexte des enfants de 10 ans qui couchent ensemble. Mais c'est pas creepy dans le sens que tu comprends pourquoi ils le font, puis ils le font d'une manière un peu nerveuse, mais en même temps tendre. C'est vraiment... Puis tu comprends pourquoi Stephen King inclut cette scène-là aussi, parce que ça sert l'histoire. Ça a un sens. Puis je veux dire, rendu là, si on censure Stephen King, ben disons au revoir à la culture en général. Qu'est-ce qui... non, exact. Qui va décider qu'est-ce qui est acceptable ou non? Ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, ben moi aussi, puis les fans d'horreur en général, je pense que tout le monde était comme encore un autre procès de morale. C'était tellement frustrant de voir ça. Puis pauvre Yvan Godbout, il en a parlé en entrevue. Il est passé à travers toutes sortes de choses. Parce que lui, où c'est particulier, parce qu'il y a des gens qui ont fait la remarque, genre, mais ça fait un esti de bon coup de pub. T'es comme, non, man. Tu restes avec un traumatisme de ça. Un coup de pub, là, c'est genre, ton film, il est banni dans 7 pays où, genre, les gens sont sortis à Cannes parce que c'était trop... Ils ont vomi, mais là, t'as ton nom dans le journal, puis il est marqué pédophile en dessous, là, tu sais. Puis, tu sais, je pense à sa famille, ses voisins, ses enfants. Il n'y a pas d'enfants, mais tu sais, les gens autour de lui
que là, tu sais, les gens, le grand titre, là, fait qu'ils font comme Asti, check les pédophiles, nanana, puis t'es comme. Personne ne mérite ça. Surtout, tu sais, quand c'était pas ça qui est arrivé, là. Tu sais, il a écrit un livre de fiction. C'est tellement con. En tout cas, on salue Yvan Godbout. On est content qu'il je l'ai jamais rencontré, mais ça a vraiment l'air d'un gars hot. Là. Oui, ça a l'air d'un tripeux. Sur les réseaux sociaux aussi, je le vois aller. Tout ça, c'est vraiment un tripeux d'horreur. Il est le fun, il interagit avec tout le monde. Puis, il a de l'air très chaleureux, il a de l'air très brillant. J'aimerais ça, un moment donné, prendre une bière avec. Je pense qu'on aurait du fun. Clairement. Puis, tu sais, pour en retourner sur quelque chose de plus joyeux, hein, parlons de meurtre. Let's go. Non, mais tu parlais de Stephen King. Est-ce que c'est quelqu'un que tu as lu beaucoup? Étant jeune, as-tu quelque chose qui t'a inspiré? Moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment focusé sur la BD. Fait que c'est tout ce que je lisais, mais... Des BD d'horreur, un peu? C'est ça, c'est que ça m'a pris beaucoup de temps avant d'embarquer dans l'horreur en BD, juste parce que c'est plus rare. Puis... Dans les années 90, c'était moins accessible. Là. Moi, j'habitais en campagne, puis après ça, à Lévis, puis on n'avait pas un comic book shop avec plein de trucs, fait que je trouvais les BD où je pouvais. Là. Wow. Mais oui, j'ai lu un peu de Stephen King. J'ai lu La Tour Sombre, j'ai lu, là, j'essaie de regarder, là. J'ai lu son Night Shift, qui est... Ah oui, hein? Une collection d'histoires. Oui, ça c'est une des meilleures anthologies. Puis avant d'écrire, check ça quand je fais des segways, c'est naturel, hein? C'est même pas réfléchi. Mais avant d'écrire Chanson Noire. Chanson Noire, ben oui. Ta plus récente BD sur Glénat qui vient de sortir. Exact, puis c'est la première que j'écris moi-même. Fait que j'ai lu On Writing de Stephen King. Ah oui, absolument incroyable. Un livre. Et ce livre-là, là, il est contagieux. Là, ça donne envie de créer, ça donne envie d'écrire. Il est comme séparé en deux parties. La première qui est plus un auto-bio, mais où tu comprends comme son raisonnement et sa passion. Son accident, tout ça. Ouais. Puis la deuxième partie, c'est vraiment un cours d'écriture. C'est comme wow. Puis il va te parler autant de la syntaxe que des personnalités de personnages que tu peux mettre, puis etc. Du nombre de pages qu'il faut que tu écrives à chaque jour pour te conditionner. Ouais. J'avais trouvé ça excellent aussi, ce livre-là. Fait que, tu t'es mis dans ce mode-là pour justement scénariser. C'était quoi ton processus pour Chanson Noire? Ben c'est ça, c'est que dans le fond, j'avais full pas confiance en moi, puis je pensais que j'étais pas capable d'écrire, puis c'était à force de travailler avec Patrick qu'il m'a comme un peu mis en confiance, fait que je me suis vraiment pris au sérieux, là. J'ai lu un paquet de livres sur l'écriture, dont Story de Robert McKee, puis je me suis inscrit à des masterclass, j'étais allé dans des ateliers d'écriture, j'étais vraiment là, insécure au bout. Mais en même temps, fait ce qu'il fallait, c'est le fun. C'est ça, en même temps, c'était une préparation, je me préparais. Puis mon processus, dans le fond, c'est que je me suis fait un plan. Fait que c'était comme vraiment des notes, des scènes chronologiques. J'avais ma fin et tout. Puis après ça, j'ai fait tout le découpage. Puis ça, c'est dans le fond, quand tu fais tes pages de BD en tout petit, c'est presque en bonhomme allumette, mais c'est juste pour savoir cette scène-là. Ouais, c'est ça. Puis cette scène-là a fait 8 pages ou 4 pages, ou etc. Puis quand j'ai eu ça, après ça, je me suis écrit un script complet. Fait que là, avec les dialogues, avec tout. Puis c'était ça, après ça, mon modèle, puis c'est ça que je suis présenté à mes éditeurs, puis fait que... Ah, mais c'est très cool, je l'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment trouvé ça vraiment intéressant, parce que tu nous amènes à des places, puis j'ai été surpris à une couple de moments. Au début, je lisais, j'étais comme, OK, on s'en va-tu dans Pet Sematary? Mais non. Tu sais, là, comme, non, on s'en va pas par là, puis après ça, OK, là, on est dans quelque chose de plus Lovecraftien. Ouais. Et pas trop. Ouais. Est-ce que c'est autobiographique? Peut-être, un peu. Hein? C'est un BDS aussi qui est dans l'histoire. Puis, est-ce que c'est de la musique black metal? Mais non, pas pantoute. Hein? On parle d'une chanson d'harmonium. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai vu aussi dans un article, c'est que ton père a écrit une presque trame sonore de ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'il a écrit un album en même temps que je faisais l'album, puis je l'ai crédité dans la page des crédits. J'ai mis un lien vers cet album-là parce que il m'a envoyé ça, puis c'était un hasard total. Puis mon père, il est compositeur, c'est ça son métier. OK. Puis il
il a écrit un album, puis tu sais, j'en revenais pas comment que c'était exactement l'ambiance. Puis tantôt, on parlait de Trent Reznor. Moi, ça me rappelait un peu ça, mais aussi Johan Johansson, qui a fait la trame sonore de Mandy, puis de Arrival, puis de un paquet de trucs, Sicario. Ouais. Il travaillait beaucoup avec Denis Villeneuve. Ouais. Puis, il est décédé, hein? Oui, il y a une couple d'années. Mandy, c'était son dernier film, en fait. Puis... Fait qu'il il est dans ces eaux-là, ton père. Ouais, c'est ça. Fait que ça m'a comme super surpris parce que c'est pas nécessairement de la musique comme ça qu'il compose d'habitude. OK. Puis c'était un hasard total. Il savait que je travaillais sur une BD, mais il connaissait pas l'histoire, il connaissait rien. Puis là, il y a une toune qui s'appelait L'Éclipse dans l'album. J'étais comme, voyons donc, on dirait qu'on était en fusion. Là. Il t'a senti. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, j'étais comme, ben, pour moi, ça, c'est la trame sonore officielle de l'album. C'est ça que ça devrait être. Là. Ah, ouais. Fait que... non, mais c'est vraiment cool. Tu sais, c'est pour vrai, tu sais, justement, les gens d'aller se procurer. La BD qui marche très bien. Hein, que j'ai Planète BD, hein, ça cartonne. J'ai vu ça passer. C'est vraiment très cool. Ça, là, c'est quelque chose que je m'attendais tellement pas parce que j'étais comme, OK, Alice, genre, je ne créerai jamais ce succès-là. Puis avec le nom de Sénécal, tu sais, c'est quand même. Même si Sénécal puis moi, on va retravailler ensemble un jour, ça me surprendrait que ça pogne autant qu'Alice, parce que c'est son roman qui a c'est son best-seller. Ben oui, exact. Fait que même si on ferait un autre Oniria ou peu importe, ça va bien vendre, mais jamais autant qu'Alice. Alice, c'est le monument de Sénégal. Fait que je m'attendais pas à ce que Chanson Noire ait une aussi belle couverture de presse. Puis des aussi belles ventes. Évidemment, on est loin d'Alice, mais pour moi, c'est quand même émouvant. C'est un projet personnel, ben oui, oui, c'est ça. Puis c'est que ça me donne juste... Parce que je me disais, si ça vend pas, si les gens sont pas réceptifs, si personne n'en parle, ben il va peut-être falloir que je considère, genre, OK, je vais retravailler avec des scénaristes. Ouais. Mais là, ça a validé le fait que tu as travaillé fort avant. C'est ça, tes dialogues sont cool, ça sonne vrai. C'est comme on est dans le quotidien de ce couple-là, puis on y croit. T'sais. Ben, merci, man. C'est cool. Ça marche. Mais c'est ça, c'est parce que aussi l'autre affaire qui m'a motivé, c'est que toutes les autres BD que j'ai nommées tantôt, que j'ai faites, Amos d'Aragon, Turbo Kid, L'Asile de Saint-Iscariote, Alice, c'est toutes des affaires qui ne m'appartiennent pas. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'inquiétant. Faire que, OK, moi, demain, je décide de faire la suite de Turbo Kid. J'ai pas le droit, là, tu sais. Puis, tu sais, je peux pas faire la suite d'Alice ou les aventures de la Reine Rouge. Tu sais, il y a rien qui m'appartient là-dedans. T'sais. Fait que... Avoir une indépendance. Ouais, puis tu sais, c'était le premier pas pour faire comme, OK, là, c'est un one-shot, c'est pas une série. Je pense pas retravailler avec ces personnages-là un jour, mais au moins, Chanson Noire, ça m'appartient. Tu sais, c'est à moi. Ouais. Je peux en faire ce que j'en veux. Puis est-ce que tu as des idées noires, des idées d'horreur en toi pour des prochaines BD? Full. Ça, là, ça n'est presque épuisant, pour vrai. Il y a des gens qui ont le syndrome de la page blanche. Là. Toi, tu l'as pas. Mais j'aimerais ça l'avoir des fois. Le problème, c'est de choisir à travers ces idées-là laquelle tu vas faire, dans quel ordre. J'ai honnêtement au moins une douzaine d'idées. Tu me dirais demain fais ça, là, puis il faudrait que je choisisse environ 12 projets. Présentement, j'ai comme 4 projets déjà un peu amorcés. OK. Ma prochaine BD qui est de la comédie, fait que c'est loin de Chanson Noire, qui s'appelle Les Joies de la dépression. Ah ouais, hein? C'est une comédie. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, le titre est drôle. Ouais. C'est une bonne joke, je trouve. Ouais. Puis, fait que là, je suis en train d'écrire ça. En même temps, je travaille sur Turbo Kid. Puis, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça retravailler avec Glénat parce que c'était fantastique. Puis, ils ont l'air super contents. Fait que... Avec Glénat, une maison d'édition super reconnue. Fait que ça c'est vraiment cool. Mais ça, tu sais. Fait que, ça va bien, ça va bien. Tu sais, moi, oui, c'est ça, c'était ta première question, comment tu vas? Puis je suis comme, ça va bien en esti, depuis une couple d'années. Là. Ben là, c'est vraiment le fun. Tu le mérites, pour vrai. Tu sais, tu travailles fort, puis tu sais, c'est le fun que ça te revient. Tu sais. Puis, Turbo Kid, la troisième BD, tu dis, là, tu es là-dessus. Est-ce que vous avez une date ou un ballpark? C'est qu'en fait, ça va être en parallèle avec le jeu vidéo. OK. Fait que c'est l'année prochaine, je pense. Hein?
Puis en plus, l'édition, parce que ça fait partie du Kickstarter du jeu vidéo, fait que t'as ça comme un perks. Mais c'est très compliqué là, faire imprimer une pénurie de papier. Oui, ben oui, à cause de la pandémie, ça a fait ça aussi. Là. C'est ça. Fait que j'oserais pas dire une date, mais ça va exister. Ça, on va suivre tes réseaux sociaux, ceux-là de Roadkill Superstar là, pour la prochaine BD. Hey, mais en tout cas, vraiment, Jake, je savais que ça allait être facile là, de jaser avec toi pendant 1 heure plus. Ben, merci beaucoup. Ben, mais ça, man. Puis j'ai hâte qu'on se voit, je sais pas, d'un festival ou d'un show. Ben, je vais sûrement aller faire un tour à Festival BD en fin de semaine. Cool. Il y a le Ciné Bazar. Hein, là, évidemment, moi, j'aime ça parler du moment où ça a été enregistré parce que, bien évidemment, c'est arrivé un soir, hein, le 25 mai, cette conversation-là. Mais je vais venir te voir. Hein, je vais venir faire signer ça. C'est beau. Je vais te faire une dédicace, là. Je vais te faire une dédicace en couleur. Je vais mettre le gros kit. On va dire aux gens qui attendent en arrière de moi, là, je pense que c'est mieux de revenir. Ben, cool, ben on remet ça, Jake, on se reparle très, très bientôt. Yes, excellent, man. Ben, merci encore de m'avoir invité. Ben, c'est un grand plaisir. OK, bye. Salut.